Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 13 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour dans l'Indre pour cette journée dominicale. Je vous parlerai dans le désordre de l'arrestation d'un hacker en Ukraine qui opérait un VPN pour accéder à des sites russes sanctionnés. Ensuite, Microsoft qui abandonne les protocoles VPN PPTP et L2TP. Ça va être un changement majeur pour les admins Windows. On parlera aussi d'une alerte des gouvernements US et UK sur comme quoi des hackers russes scannent massivement vos systèmes à la recherche de failles non corrigées. Et enfin, des clés USB infectées infiltrant l'industrie du fret maritime. Un scénario digne d'un film d'espionnage. Une nouvelle menace cyber qui cible l'industrie du fret maritime en Europe. Le groupe de cyberespionnage Mustang Panda, connu pour ses liens présumés avec la Chine, a récemment intensifié ses attaques en adoptant une approche particulièrement insidieuse. La distribution de clés USB sous forme de goodies lors de salons et d'événements professionnels. Aux assises de la cybersécurité, Mathieu Tartare, chercheur en logiciels malveillants chez E7, a dévoilé les détails de cette attaque. Contrairement aux méthodes classiques, telles que le phishing, Mustang Panda opte pour une technique plus directe et furtive, profitant de la confiance accordée lors des événements professionnels pour infiltrer des systèmes critiques. Les clés USB présentées comme des articles promotionnels inoffensifs deviennent alors des vecteurs d'infection particulièrement redoutables. L'objectif de ces criminels semble directement lié aux ambitions stratégiques de la Chine, notamment à travers des initiatives telles que le Belt and Road Initiative. Ça, c'est mon accent anglais pour Nico, il se comprendra. Et le programme Made in China 2025 qui vise à renforcer l'influence du pays dans les secteurs clés comme le fret maritime. Les entreprises de ce secteur doivent réagir rapidement. Il n'y a pas que dans ce secteur, c'est tous les secteurs qui sont visés quand même. Parce que, notamment sur la matière et la gestion des périphériques USB. Parce que, au début, quand le chercheur a présenté son travail, quand on fait un peu plus de recherche, c'est pas uniquement les clés USB. Ça va être tous les types de goodies. Que ce soit des chargeurs, tout ce qui se branche via un port USB, que ce soit des chargeurs, que ce soit des trackers, etc. Tout est lié. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir qui se cache derrière cet APT Mustang Panda. Mustang Panda, c'est un groupe de cyberespionnage avancé, ce qu'on appelle un APT actif depuis plusieurs années, réputé pour ses liens présumés avec le gouvernement chinois. Le groupe est principalement axé sur le cyberespionnage politique, mais il élargit ses cibles pour inclure des secteurs stratégiques comme la défense, les ONG, les ambassades et récemment le fret maritime en Europe. Mustang Panda utilise des TTP, donc c'est les Tactics, Techniques and Procedures de haut niveau, avec des capacités d'adaptation sophistiquées, ce qui rend particulièrement dangereux pour les organisations ciblées. Je vous propose un aperçu de leurs principales techniques. La première, c'est les techniques d'infection. Ils vont utiliser principalement du phishing et du spear phishing. Ils vont s'appuyer sur des campagnes de phishing très ciblées. C'est vraiment du social engineering avant qui est fait pour que ça soit bien ciblé, pour infiltrer des systèmes cibles. Les emails contiennent souvent des documents Word ou Excel malveillants avec des macros qui déclenchent le téléchargement de logiciels malveillants. Quelque part, c'est du classique. Mais la grande nouveauté, ce sont les devices USB infectés. Et récemment, ils ont été découverts, parce que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est fait déjà depuis plusieurs années. On avait des alertes sur ces fameuses devices USB qu'on nous offrait dans les salons. Donc, c'est des goodies. Dans ces clés ou dans ces devices, on insère automatiquement un malware qui ne demande aucune interaction. Il faut jamais oublier que quand on met un device USB sur son ordinateur, on peut générer un autorun et automatiquement les exploits vont se mettre en place. La deuxième partie, dans les malwares utilisés, PlugX, ou plus connu sous le nom de CorePlug, c'est un RAT, donc c'est un Remote Access Trojan qui va leur permettre de prendre le contrôle des machines compromises, d'exfiltrer des données et d'exécuter des commandes à distance. Dans les malwares utilisés, ils ont aussi Cobalt Strike, donc c'est un outil de post-exploitation. C'est pour faire tous les mouvements latéraux dans les réseaux compromis. Ils utilisent aussi du Shadowpad, un autre outil utilisé pour l'exfiltration de données et la persistance dans les systèmes infectés. Et enfin, Winty, qui peut être utilisé pour maintenir cette présence. Quand on parle de maintenir une présence prolongée, c'est pour non seulement rester un peu invisible par rapport aux équipes de cybersécurité, mais surtout c'est pour faire l'exfiltration des données sensibles. Et le troisième point qu'ils utilisent, c'est les mouvements latéraux et la persistance. Donc, exploitation des vulnérabilités réseau, persistance via des scheduled tasks. Donc, ils vont créer des tâches planifiées ou des services malveillants pour maintenir cette persistance. Et je dirais l'effet qui se coule, c'est l'exfiltration de données. Communication vers des C2. Et le tout passe évidemment par des protocoles comme le HTTPS ou le DNS tunneling pour échapper à la détection. Dans les opérations récentes, chères auditrices, chers auditeurs, dans les IOC qui sont associés à Mustang Panda,
on peut trouver que le malware de Mustang Panda sont souvent packagés dans des fichiers exécutables, comme on disait, des .exe, des points rares, des documents Office, les clés USB, des devices USB. Et Seth nous a remonté qu'il y avait des fichiers, par exemple, si on prend le .exe, il y a assise_fret_2024.exe. C'est un exemple que vous pouvez retrouver sur vos équipements en goodies. Si on devrait conclure sur cet APT, ça démontre que Mustang Panda a un haut niveau d'expertise dans la compromission des systèmes d'information. Ils s'adaptent dans leurs opérations. C'est-à-dire que le phishing, même avec du spear phishing qui est très ciblé, c'est beaucoup plus simple de viser un salon, un événement, d'offrir des goodies. Il faut voir que dans tous les salons professionnels, il y a des chasses aux goodies. Il y en a, ils repartent avec des sacs. Mes collègues de No Limit Sécu le comprendront. J'ai dû acheter mon enregistrement chez No Limit Sécu. C'est du spoiler. C'est pour ça que j'en profite. On est dimanche, on a le droit. Il y en a que c'est le vendredi, nous c'est le dimanche. Ça montre une détermination et malgré le fait que l'agence nous avait déjà prévenu il y a plusieurs années, c'est pas quelque chose de nouveau réellement. Ça fait plusieurs années que l'agence nous disait faites très attention quand vous êtes dans ce type d'événement, quand vous acceptez des équipements, vérifiez comment ils sont, etc. Et eux ils ont utilisé et ça marche encore. Alors mes chers collègues, qui a ramené un goodies USB des assises? The Register nous informe que les gouvernements américains et britanniques lancent une alerte commune concernant une vaste campagne menée par des hackers affiliés au SVR. Pour les auditrices et les auditeurs qui ne savent pas, le SVR est un service de renseignement russophone, visant à exploiter des vulnérabilités non corrigées dans des systèmes informatiques. Le groupe à l'origine de cette campagne n'est autre que APT29, également connu pour l'attaque de SolarWinds, ce qui en fait une menace sérieuse pour les organisations de toute taille. Selon un communiqué publié par la NSA, le FBI et le Cyber National Mission Forces et le NCSC britannique, les cyberopérateurs du SVR effectuent des scans de masse des systèmes exposés à Internet pour identifier et exploiter des failles non corrigées. Cette approche opportuniste, plutôt que ciblée, augmente considérablement la surface d'attaque, touchant toute organisation dont le système présente des vulnérabilités. La liste des vulnérabilités exploitées comprend notamment des failles bien connues telles que la CVE 2023-20-198, une vulnérabilité d'escalade de privilèges dans les logiciels Cisco iOS, la CVE 2023-42-793, une vulnérabilité critique dans JetBrains TeamCity. Pour se protéger, les différentes agences recommandent non seulement l'installation rapide des correctifs de sécurité, mais aussi des mesures complémentaires, comme la désactivation des services accessibles via Internet sur les systèmes qui n'en ont pas besoin. Alors, on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'une interface d'administration doit être exposée sur Internet sans aucun filtrage? L'élimination des ports ouverts, c'est la base, mais généralement, sur la majorité des équipements qu'on peut voir dans les TPE, PME, même les ETI, il y en a certains grands comptes faits par des équipes externes qui n'ont pas le bon niveau de maturité. Les équipements sont installés par défaut, avec tous les identifiants, admin password. Ça fait toujours sourire. C'est une nouvelle que je vous ai mis aujourd'hui, mais moi je la prends avec beaucoup de recul parce que on sait tous pertinemment qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. C'est vrai qu'ils scannent, c'est vrai qu'ils font de la compromission sur des systèmes sensibles. Sur des systèmes sensibles, c'est inacceptable d'avoir des systèmes non patchés, disponibles, accessibles via Internet. Maintenant, demandez ça à une petite TPE, PME de suivre le patch management. Le SVR va le voir. Ils vont peut-être rebondir via la boulangerie du coin, mais ça va pas aller beaucoup plus loin, L'augmentation des arnaques aussi par téléphone. Ils se sont rendus compte que pour faire que les bonnes arnaques cyber marchaient aussi en couplant la téléphonie. Donc, c'est ce qu'on appelle le fameux TOAD, le Telephone Oriented Attack Delivery. Donc, le principe, c'est de se baser sur la confiance implicite accordée à une voix humaine. Mais derrière, il n'y a pas d'humain. C'est-à-dire que ces appels téléphoniques, ce sont des appels faits à base de scripts. Alors aujourd'hui, on parle de beaucoup d'intelligence artificielle et c'est vrai. Donc ils prennent des voix qui vont être francophones, qui vont être chaleureuses et c'est très très dur. J'ai écouté quelques exemples. C'est pas du tout évident de se dire je parle à un robot ou à une IA. On n'est plus du tout de ce qu'on voyait il y a 5 ans. Dans la suite de cette menace, l'agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, la CISA, qui nous alerte aussi qu'il y a également des dispositifs type F5 Big IP sur l'importance de chiffrer les cookies persistants pour éviter que ces derniers ne soient utilisés par des attaquants pour cartographier les réseaux. L'utilisation de outils Big IP e-Elf proposés par F5 est recommandée pour évaluer et corriger les failles potentielles. GitLab aussi a été récemment publié des correctifs pour une vulnérabilité critique, la CVE 2024-91-64, avec un score CVSS de 9.6. C'est une faille qui permet à des attaquants d'exécuter des pipelines CI/CD sur des branches arbitraires. Si vous utilisez GitLab Community ou Enterprise Edition, il est impératif d'installer les dernières mises à jour. Et il y a enfin Google, en partenariat avec la Global Anti-Scam Alliance et le DNS Research Federation, a lancé le Global Signal Exchange
pour faciliter le partage des signaux d'abus et améliorer la détection des activités frauduleuses à grande échelle. Google contribue à ce projet avec ses données de renseignement sur les menaces, notamment celles issues de son programme de signalement prioritaire qui a déjà identifié plus d'1 million d'indicateurs de fraude. Les autorités ukrainiennes ont arrêté un pirate informatique accusé d'avoir géré un vaste service de réseau privé virtuel, un VPN, permettant aux utilisateurs d'accéder à des sites web russes sanctionnés en Ukraine. Ce service illégal aurait permis à ses utilisateurs de contourner les restrictions imposées par le gouvernement ukrainien sur l'accès à la sphère Internet russe, également appelée Runet. Le suspect, un homme de 28 ans, originaire de la ville de Khmelnytskyi, en Ukraine, avait mis en place une salle de serveur VPN dans son appartement. Bref, ça s'appelle un geek. Il louait également des serveurs situés dans des pays comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Russie. Les autorités ukrainiennes affirment que ce réseau aurait potentiellement permis aux services de renseignement russes d'accéder aux informations des utilisateurs du VPN. Le Runet, qui englobe des sites web, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne hébergées en Russie, est fortement régulé par le gouvernement russe afin de limiter l'influence étrangère. Depuis 2017, en réponse à l'annexion de la Crimée, l'Ukraine a imposé des sanctions sur plusieurs services russes populaires tels que vContact, Yandex et Mail.ru. Ces restrictions ont été encore renforcées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, rendant l'accès aux sites avec des domaines en .ru impossible sans VPN. Le service du pirate permettait d'accéder à plus de 48 millions d'adresses IP du segment russe de l'Internet, avec un trafic quotidien atteignant plus de 100 gigaoctets. Le hacker avait promu son service sur Telegram, les forums de hackers, ainsi que sur une célèbre plateforme IT, en ciblant des individus partageant les mêmes intérêts. La police ukrainienne a saisi plusieurs appareils électroniques chez le suspect dans le but d'identifier d'éventuels complices et de déterminer les sources de financement de cette activité. Bien qu'il ne soit pas encore prouvé que le hacker ait agi directement pour le compte des services de renseignement russes, cette hypothèse est prise en considération par les enquêteurs. Le suspect risque une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour avoir créé un service facilitant la violation des sanctions ukrainiennes. C'est The Record qui a remonté cette info. Alors vu qu'on est dimanche, c'est une nouvelle qui m'a fait prendre conscience de ma longue expérience dans l'IT, une petite émotion car dans une récente annonce, Microsoft a officiellement déprécié les protocoles VPN PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol, et L2P, le Layer 2 Tunneling Protocol, dans les futures versions de Windows Server. J'ai une petite larme quand même. Ces protocoles utilisés depuis plus de 2 décennies pour fournir un accès distant au réseau d'entreprises sont désormais considérés comme insuffisamment sécurisés face aux menaces cyber de plus en plus sophistiquées. Alors PPTP en particulier est vulnérable aux attaques par brute force, des hashes d'authentification capturées, tandis que L2TP, lorsqu'il n'est pas associé à IPsec, n'offre aucune forme de chiffrement. De plus, une mauvaise configuration de L2TP IPsec peut réintroduire des failles supplémentaires rendant le protocole plus susceptible aux attaques. En réponse à ces faiblesses, Microsoft recommande aux administrateurs de migrer vers des protocoles plus modernes et sécurisés tels que le Secure Socket Tunneling Protocol, ce qu'on appelle le SSTP, ou l'Internet Key Exchange version 2 ou l'IKE V2. Ces protocoles offrent une meilleure performance, une sécurité renforcée et sont plus adaptés aux environnements réseau complexes actuels. Donc le SSTP, basé sur SSL TLS, fournit un canal de communication hautement sécurisé et traverse facilement la plupart des pare-feux et serveurs proxy. Il est également facile à configurer grâce à sa prise en charge native dans Windows. Quant à IKE V2, il propose des algorithmes de chiffrement robustes, des méthodes d'authentification fiables et excelle dans les scénarios de mobilité maintenant les connexions VPN stables, même en cas de changement de réseau. De plus, IKE V2 établit des tunnels plus rapidement avec une latence réduite, améliorant ainsi la performance globale par rapport aux protocoles plus anciens. Il est important de noter que la dépréciation n'implique pas une suppression immédiate. Microsoft a précisé que bien que les futures versions de Windows RAS Server n'accepteront plus de connexions entrantes via PPTP et L2P, mais des connexions sortantes resteront possibles. J'aime bien cette sécurité à 2 niveaux. On nous fait croire que on va sécuriser votre système via les accès entrants, mais une fois que l'attaquant est rentré et qu'il veut sortir de façon discrète, ou qu'il veut sortir, il aura toujours la possibilité via des RAS serveurs mal configurés. Le boulot est fait à moitié, les enfants. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du dimanche 13 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. On a fait un peu de géopolitique aujourd'hui, c'était le but. Il est un peu long comme épisode. Je vois que j'en suis à plus de 25 minutes d'enregistrement. Je pense que je vais faire un peu de... Je vais couper pas mal de choses. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous.
Prenez soin de vous. À demain, à lundi, pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite un très bon dimanche et profitez de cette belle journée.